prolonger le rêve avec chauffage fioul. Et voici le nouvel Ajax avec sa nouvelle formule sans trace, très efficace et encore plus brillant. Et puis surtout plus besoin de rincer, c'est vraiment une nouveauté. Ajax sans rincer, c'est la liberté. Nouvel Ajax, formule sans trace. Un brillant éclatant sans rincer. C'est plus brillant et sans rincer. Le grand retour des Forbans. Oui, ne reste pas assis, écoute la musique, c'est le bip. Une méga compile. Des méga tubes. Un méga disque. La méga compile des Forbans pour la méga fête. Violence. Ardeur. Richesse. Tendresse. Volupté. Saint-Agur. Quelque part entre enfer et paradis. Ou bien 379 francs. Yoram, il faudrait être fou pour dépenser plus. Ah non, cette fois-ci, c'est pas du tout la voiture, la star, venez voir. Dans ma voiture, j'ai installé Expresso Auto. Du vrai café, quand je veux, où je veux. C'est facile d'emploi, c'est instantané, et il fonctionne en toute sécurité. Ah! Expresso Auto, il fait le café, le thé, le chocolat et même plus. Expresso Auto, appelez dès maintenant le 40 56 97 97. Expresso Auto, le café est en route. La pêche à la mouche, une nouvelle cassette vidéo dans la série Histoire naturelle. Peu de matériel, mais beaucoup d'astuces, d'observation et de précision. La pêche à la mouche, un art simple et noble. Les techniques et les secrets des plus grands pêcheurs. Un vivier de conseils indispensable. Dans la série Histoire naturelle, une cassette de référence de 60 minutes en vente dans les vidéoclubs et les grandes surfaces. Moi, je cherche toujours les techniques les plus efficaces. Alors, c'est pour son nouveau système de diffusion que j'ai choisi la mousse à raser Mennen. Regardez, une technique d'avant-garde pour une mousse beaucoup plus onctueuse qu'une mousse classique. Elle s'étale mieux, prépare la barbe et protège ma peau. Pour moi, Mennen chaque matin, c'est plus d'efficacité, plus de douceur. Nouvelle mousse à raser Mennen, l'efficacité en douceur, pour nous, les hommes. Les infos qu'il vous faut, c'est ça TVHA. Rendez-vous sur votre Minitel 3614 TVHA. Raid contre la mafia. Celui qui ne paiera de son sang, paiera de ses larmes. Qui sera le plus coriace? L'amour? Que savez-vous du sénateur Salimeni? Corrado? Où que vous alliez, je vous suivrai toujours. Ou la mafia? Et m'enseigner comment on peut tuer des gens sans brutalité sans jamais les faire crier. Les intrigues se dénouent. Lundi, ne manquez pas le dernier épisode de Raid contre la mafia. Les dernières informations avec François Bachy, c'est dans un tout
petit instant, juste après vous avoir précisé que l'on écoutera un concert ensuite des études pour piano de Jacques Lenot, interprété par Dominique Mie, et le deuxième quatuor à cordes de Philippe Hersant par l'ensemble Athaneum Enesco. C'est donc au programme de Contrastes en concert. Premiers accords à 1h. Et puis à 1h55, les aventures de Caleb Williams, une illustration brillante de la complexité des rapports humains, tantôt comiques, tantôt tragiques, d'après le roman de William Godwin. Mais tout de suite, donc, TF1 Nuit, François Bachy. Bonsoir. Triste spectacle au port de Lysekil en Suède. Les corps calcinés, enfermés dans le cercueil flottant appelé Scandinavian Star. Les corps sont un à un retirés du ferry. Ce soir, l'incendie est enfin maîtrisé. Pour l'instant, seule la thèse d'un geste criminel a été avancée, notamment par le capitaine. Mais de nombreux autres points restent à éclaircir. L'enquête va maintenant pouvoir commencer. Et déjà, les tôles encore brûlantes laissent échapper plusieurs parfums de scandale. Frédéric Delpech. Dans le port de Lysekil, les pompiers viennent de maîtriser l'incendie. Ils ont commencé à transférer les corps qui se trouvent à l'intérieur du Scandinavian Star, déjà 43 qu'il faudra identifier. Combien reste-t-il encore? Difficile à dire. Seule certitude, la liste des survivants qui comporte 358 noms. Le capitaine affirme que le ferry transportait 495 passagers et 98 membres d'équipage. Il y aurait donc 135 morts. Quant à la liste officielle des passagers fournie par la compagnie, elle est incomplète, les enfants n'ayant notamment pas été comptabilisés. Une incertitude qui n'est que l'un des nombreux griefs à l'encontre de la compagnie. Ainsi, la négligence du capitaine, qui régnait sur un équipage composé de Portugais et de Philippins, ne parlant ni le danois ni l'anglais. Un équipage qui n'avait pas été préparé à une situation d'incendie. Une employée l'a confirmé, nous n'avons jamais reçu la moindre information sur ce qu'il fallait faire en cas d'urgence. Pendant le drame, les passagers ont dû trouver eux-mêmes gilets et canots de sauvetage et le système d'alarme ne s'est pas déclenché immédiatement. Autre point soulevé, la vétusté du navire. Construit en 71, le Scandinavian Star venait d'être révisé, mais une révision bâclée selon certains. Même si l'armateur réfute toutes ces accusations, la responsabilité de la compagnie dans la catastrophe de samedi paraît très lourde. L'enquête dira à quel point. Les électeurs se sont plus ou moins bousculés aujourd'hui dans plusieurs pays de la planète où ils étaient appelés aux urnes. En Grèce, forte participation, il faut dire que le vote est obligatoire et que les électeurs n'ont pas été privés de choix puisqu'il y avait 44 formations politiques en lice. Les premiers résultats viennent d'arriver et ce sont les conservateurs qui sont largement en tête. Correspondance d'Athènes avec Cyril Sauvenière. Pour l'ancien Premier ministre, le socialiste Andreas Papandreou, il est ce soir à peu près certain qu'il n'obtiendra pas la majorité escomptée en s'alliant avec les petits partis de gauche qui auraient pu lui servir de force d'appoint. À l'heure où je vous parle, les jeux ne sont pourtant pas faits, car on ne connaît que les résultats d'un tiers des bureaux de vote. Néanmoins, Constantin Mitsotakis, leader du parti de la Nouvelle Démocratie, la droite conservatrice, semble bien près du but, puisqu'il arrive largement en tête avec 48,2% des voix. Pour obtenir la majorité absolue, il lui faut 151 sièges et nous saurons peut-être avant la fin de la nuit si l'alternance est possible après 3 élections en moins de 10 mois. Les Grecs ont en effet besoin au plus tôt d'un gouvernement stable pour faire face à une autre crise économique, celle-là. À droite toute, cela semble être également le message qu'ont envoyé les électeurs hongrois qui votaient pour le deuxième tour des élections législatives, mais les résultats définitifs ne seront connus que demain matin. Même chose pour le scrutin de Slovénie, en Yougoslavie. Là, d'après des résultats partiels, le candidat communiste réformateur serait en tête. Et puis au Pérou, compte tenu du décalage horaire, on est actuellement en train d'effectuer le dépouillement. Commentaire sur ces 3 élections avec Sophie Le Saint. Les Hongrois ont été moins nombreux à prendre le chemin des urnes dimanche pour le second tour des élections législatives. Le taux de participation était de 25% contre 50% au premier tour il y a 2 semaines. L'affrontement de ce second tour s'est résumé à un duel entre le MDF, le Forum démocratique hongrois, et l'Alliance des démocrates libres, les communistes ayant été évincés au premier tour. Selon les premiers résultats, le Forum démocratique hongrois, parti de la droite traditionnelle dirigé par Joseph Antall, s'affiche comme le grand vainqueur de ces élections. Le Forum démocratique a obtenu 213 sièges et dispose ainsi de la majorité absolue au nouveau Parlement hongrois. Premières élections libres en Yougoslavie depuis 1938.
Près d'1,5 million d'électeurs ont voté pour désigner le président et le Parlement de Slovénie. C'est la première fois que les électeurs avaient le droit de choisir entre les communistes réformateurs et les candidats de l'opposition. Élection générale cette fois-ci au Pérou. Pour la 3e fois en 10 ans, les Péruviens se rendaient aux urnes pour élire un nouveau président de la République, 60 sénateurs et 180 députés. Climat de tension pour ces élections péruviennes. Le Sentier Lumineux a tué 17 paysans qui voulaient voter. Et de nombreux attentats ont été commis. 9 candidats se départagent la succession d'Alan Garcia, prévue le 28 juillet prochain. Parmi les grands favoris, l'écrivain libéral Mario Vargas Llosa et Alberto Fujimori, un ingénieur agronome d'origine japonaise. Les premiers résultats annoncent une lutte serrée entre les deux candidats. En Roumanie, la campagne électorale ne fait que commencer. Les élections sont prévues pour le 20 mai prochain. Aujourd'hui, plusieurs formations politiques, dont le Front de Salut National, avaient appelé leurs partisans à manifester. Fort heureusement, les cortèges se sont croisés sans se rencontrer dans la capitale et les incidents qui avaient été parfois redoutés ne se sont donc pas produits. En Israël, Shimon Peres, le numéro 1 du Parti travailliste, se déclare, ce soir encore, certain de pouvoir former un gouvernement et déclare disposer d'une solide majorité parlementaire. Terme à mettre entre de solides guillemets puisqu'il s'agit seulement d'un député de majorité. Et c'est justement contre l'incapacité du système politique israélien à générer un gouvernement durable et stable que protestaient la nuit dernière plus de 100 000 manifestants à Tel Aviv. Aujourd'hui, ils semblent décidés à s'organiser, comme a pu le constater sur place notre correspondante Patricia Alémonière. Des milliers de citoyens apposent leur signature au bas de pétitions réclamant des élections directes pour le Premier ministre et une nouvelle constitution. Ce n'est pas un bon exemple que de montrer aux jeunes qu'avec de l'argent, on peut régler les affaires de l'État. Les Israéliens n'ont pas aimé qu'un rabbin quasi centenaire jette l'anathème sur la gauche travailliste et bloque les démarches de Shimon Peres. Ils n'ont pas supporté que les députés des grands partis votent une rallonge de 150 millions aux formations orthodoxes afin de se gagner leur bonne grâce. Ils ont été excédés par un ministre libéral demandant une garantie bancaire de 900 millions pour s'allier Yitzhak Shamir. Ils n'ont pas compris comment Shimon Peres pouvait accepter de promettre un poste de ministre à Abraham Sharir, un homme discrédité. Si le chef du parti travailliste réussit à présenter son gouvernement mercredi, comme il l'a promis, il va devoir affronter la colère de la rue. L'interdiction des partis politiques est levée au Népal. L'opposition au roi a donc annoncé immédiatement qu'elle cessait son mouvement de protestation. Ce matin encore, dans les rues de Katmandou, profitant d'une levée provisoire du couvre-feu, les manifestants étaient descendus nombreux dans la rue. En bref et en images, le décès aux États-Unis d'un symbole de la lutte contre le sida. Le point sur la situation dans les prisons britanniques où il y a eu de nouveaux troubles. Et puis Mathilde Pradier va commencer par nous parler de l'inculpation des 9 membres du commando français de l'ETA et des aveux complets d'Henri Parot. Opération anti-ETA, 9 personnes ont été inculpées ce soir à Paris par le juge Gilles Boulouk. Elles sont soupçonnées d'appartenir à un commando français de l'ETA, l'organisation séparatiste basque, comme Henri Parot, arrêté lundi à Séville. Ce dernier aurait passé des aveux complets à la police espagnole. Il serait responsable d'une vingtaine d'attentats, notamment celui qui a fait 11 morts à la caserne de la garde civile de Saragosse en 87. Avec ce vaste coup de filet, les polices franco-espagnoles ont démantelé la filière française de l'ETA militaire. Après Manchester, l'agitation s'est propagée dans plusieurs prisons britanniques. Une mutinerie a éclaté ce soir à Bristol où près de 200 détenus ont pris possession d'un bâtiment. 2 gardiens ont été blessés. À Dartmoor, 8 détenus cagoulés sont montés sur le toit et ont jeté des tuiles dans le vide. D'autres incidents se sont produits à Cardiff, Leeds et Brixton. Une vingtaine d'irréductibles continuent d'occuper le toit de la prison de Manchester. Ryan White, le porte-parole des jeunes atteints du sida, est